Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Blockchain Addict, Michael Canu. Donc, tu es le CEO et fondateur de Ternoa. Pour faire court, puisque je vais te laisser compléter par la suite, Ternoa est une blockchain sur laquelle on peut avoir accès à des NFT qui sont qui permettent, la transmission d'informations et de données sécurisées grâce au réseau. Donc, vous avez les time capsules que j'ai déjà traitées moi-même dans le cadre de mon travail. C'est passionnant. Je te laisse développer plus ce concept pour les gens qui connaissent pas. Très bien, bonjour et merci pour l'invitation. Donc encore désolé pour le décor de fond, je suis à l'extérieur donc j'ai pas réussi à préparer la caméra comme il le fallait. Alors Louis, pour continuer un petit peu ce que tu disais, donc en effet Ternoa c'est une blockchain donc dite Layer 1, donc qui est autonome et qui est spécialisée dans le NFT et la data privacy, donc dans la sécurité des données. Donc on a essayé avec Ternoa de créer une solution qui va permettre à n'importe qui très simplement de pouvoir utiliser la technologie NFT. Donc que ce soit pour créer une marketplace, pour créer une collection, pour les joueurs qui veulent créer des guides et délégués à des guides depuis les délégués à des joueurs. Et on a aussi, donc parmi toutes ces features, la capsule qui permet en effet de cacher du contenu à l'intérieur d'un NFT, donc où seul le propriétaire a la capacité de déchiffrer et de consulter le contenu, avec un système de déclencheur qui permet de définir différentes conditions qui vont permettre à quelqu'un ou à quelque chose de transférer ton NFT vers son destinataire. Donc tout est décentralisé, tout est open source et on a commencé les travaux en fin 2020. Et donc, vous avez une actualité qui est assez récente, on y reviendra, mais vous avez sorti il y a pas longtemps une sorte de révolution avec une application, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, donc la fin du mainnet numéro 1, donc qu'on avait prévu au début de la création de la blockchain est arrivée début mai à peu près, donc on a tout terminé. On avait terminé les audits et on a sorti l'application Time Guardian qui va permettre au grand public, donc je sais pas si tu as eu le temps de l'essayer, si vous avez eu le temps de tester l'application, mais tu vas pouvoir... Oui, je t'écoute, pardon. Ouais, donc tu vas pouvoir, je viens de penser, si tu veux, je vous enverrai les codes pour tester les capsules. Et donc tu vas pouvoir, sans notion de wallet ou de NFT ou de crypto-monnaie, créer une capsule, y cacher du contenu et définir les fameux triggers qui vont permettre de t'envoyer et de transférer la capsule à son destinataire. Alors je rebondis tout de suite et je me tourne vers Antoine parce que je sais que lui, en tant que crypto addict et crypto convaincu, la transmission des données, par exemple à notre fils, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et comment je pourrais transférer mes données crypto, mes petits secrets entre guillemets à mon fils. Et du coup, Antoine, je te laisse la parole parce que je sais que c'est quelque chose qui remplit ton cahier des charges, entre guillemets. Oui, bonjour Michael, enchanté. Salut. Ma première question serait déjà pourquoi Ternoa s'est construit sur Polkadot? C'est ma toute première question. Ma deuxième question serait sur Gavin Wood, l'un des fondateurs de Polkadot, s'est remis dans le développement. Et du coup, comment prends-tu cette nouvelle? Et après, j'aimerais bien sur Time Guardian, votre nouveau produit, savoir quand ce sera vraiment disponible au grand public, quand est-ce qu'on pourra acheter des capsules et essayer le produit réellement. Très bien. Alors, je vais répondre à tes questions dans l'ordre. Alors, la première réponse, on n'est pas sur la blockchain Polkadot, on utilise la technologie qui est utilisée par Polkadot. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on a notre propre réseau, on est totalement indépendant, mais on a la possibilité de devenir parachain et donc de se connecter à leur réseau. Mais aujourd'hui, si tu veux, on a tous nos nodes. Si tu vas dans la partie stacking, quand tu es dans la partie node, tu vas voir, tous nos nodes, ils sont gérés par la communauté on est totalement indépendant de leur serveur. Pourquoi on a choisi Substrate, donc la technologie Polkadot? On avait trois solutions quand on a commencé la blockchain. Donc, de la faire from scratch, donc c'est-à-dire de tout réinventer et de faire une blockchain à partir de zéro, de faire un layer 2 ou un second layer, donc s'appuyer sur quelque chose d'existant et se mettre en dessous, ou alors utiliser un framework. Donc un framework, c'est une base existante qui a déjà été éprouvée par d'autres développeurs et qui est fonctionnelle comme base de départ. Et donc on a pris le choix de prendre cette troisième solution. Donc à l'époque, il y avait Cosmos et Polkadot. On a benchmark les deux, on a testé les deux, on est parti sur Polkadot parce que pour nous, elle avait plus de potentiel, elle a toujours aussi aujourd'hui, et c'était beaucoup plus simple à utiliser. Et alors c'est un langage en plus qui nous était familier, qui était le Rust, donc c'était beaucoup plus simple pour nous de partir de ce framework. Deuxième question, j'ai oublié. C'était sur le fondateur. Ah, Gavin Wood. Okay.
Alors, moi, j'ai rencontré, et si tu veux, je pense que c'est une très bonne décision de sa part parce que c'est un gars de la tech, il a toujours été dans la tech, il est super actif, tu vas voir un petit peu, il participe, comment dire, sur les différents projets, et pas que sur Polkadot. Il est très bon développeur, et il n'était pas à sa place. C'est pas un homme de, voilà, c'est pas un CEO, c'est pas un homme qui est là pour, naturellement, pour se mettre en avant, pour prendre la parole et pour porter un projet. Je pense que c'est un très bon choix qu'il a fait. Et en tout cas, je suis très content de le revoir dans la partie développement. D'accord. Et du coup, en fait, pour voir le réseau Ternoa, il suffit d'aller il suffit d'installer un wallet, par exemple polkadot.js ou Talisman, et se rendre sur cette adresse polkadot.js.org et se rendre du coup sur Ternoa mainnet. On a le front-end du coup du réseau, enfin pour checker tout l'explorateur, le Exactement. staking. T'as pas besoin de D'accord. wallet, hein. Normalement, tu peux directement, sans wallet, tu peux directement pinguer l'URL. Donc, c'est un espèce d'aperçu du réseau, en effet. Après, par contre, si tu veux utiliser la délégation, ou si tu veux, tu peux directement tout faire, en fait, finalement. Si tu peux minter des NFT, tu peux créer des secrets. C'est pas pratique parce que c'est pas du tout fait pour ça. Donc, on a créé des SDK qui simplifient la démarche. Mais techniquement, tu pourrais tout faire quasiment tout d'ici. Mais c'est plus, ouais, comme tu dis, un super dashboard qui te permet de voir combien de caps ont été minés, combien ont été créés, pardon, combien de validateurs sont actifs, combien de nominateurs, quelle époque, combien de blocs, l'activité de la blockchain. Donc, tu peux tout contrôler d'ici, ouais. D'accord. Et vous avez aussi un wallet mobile, une application mobile, Ternoa Wallet. Et du coup, on peut s'envoyer nos caps sur ce wallet-là. Exactement. Donc, tu as une première version d'un wallet donc on a fait il y a quelques années, enfin au début, donc il y a un an et demi maintenant qui est sorti, donc qui à une époque permettait d'envoyer des caps et des NFT, de manipuler les NFT. Il y a Apple a changé un petit peu les règles du jeu en cours de parcours et donc on n'avait plus le droit d'envoyer des NFT. Donc ça a rechangé apparemment récemment. Donc le wallet est très basique et il te permet de faire des opérations basiques. En effet, envoyer des caps, récupérer des caps, voir tes NFT, déchiffrer les secrets. Mais ça s'arrête là aujourd'hui. On a une version qui est en cours qui devrait sortir très certainement après l'été, qui permettra de faire beaucoup de choses avec de nouvelles fonctionnalités. Donc toutes les personnes qui ont reçu des NFT sur le testnet, normalement la migration, j'ai entendu l'information que toute la migration a été faite. Donc les personnes, quand ils se reconnectent sur leur application, sur le mainnet, ça a été transféré et voient leur NFT. Normalement, en effet, c'est fait. Ça a été fait terminé en décembre. On avait quand même un bon paquet, Bon, des centaines ça a de été milliers de fait de NFT à mon migrer. côté. Ouais, ça a été fait, je pense, ouais. Ça a été fait de mon côté et tout a été bien reçu. Donc en tout cas, les personnes qui ont testé, d'accord. Je vois que vous vous attaquez au marché asiatique, il me semble. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, en fait, là, c'est dans la stratégie de marketing. Très naïvement, alors je suis un entrepreneur, j'ai beaucoup travaillé, mais surtout en France. Et très naïvement, je pensais que, en publiant en anglais, du contenu en anglais, ça allait suffire pour se dire international. Mais la réalité, tout à fait différente, c'est tout autre chose, en fait. Avec, tu vois, le recul et les tests, on s'est aperçu que si tu veux euh, faire du marketing et t'ouvrir à des nouveaux pays, et bah, il faut que tu es dans ce pays, il faut que tu comprennes comment, voilà, les us et coutumes, les outils qu'ils utilisent, les acteurs clés, les médias clés, et travailler avec ça. Et donc, ce qu'on a fait, alors j'ai une facilité, c'est que j'ai vécu quelques années au Japon et je parle japonais, donc c'était le plus simple finalement pour nous, le plus naturel, le pays le plus naturel où aller, c'était le Japon. Donc, on s'est rendu au Japon en décembre, on a passé quasiment un mois à aller voir les acteurs, à découvrir que Twitter n'utilisait pas du tout, ils utilisaient d'autres logiciels, hein, entre autres qui s'appellent Line, quelles étaient les collections NFT qui étaient les plus hypées, les jeux, les acteurs. Donc, on a réussi à rencontrer tout le monde, à leur dire, écoutez, on a notre projet, on vous le présente, si vous l'aimez, vous nous aidez à le faire découvrir à la communauté. Donc, on a fait ça pendant jusqu'à quasiment finalement fin janvier. Et début février, on a commencé à communiquer. Donc, ça a eu un impact assez, comment dire, assez visible sur le cours du marché, sur le cours du token et voilà, sur l'attractivité du projet en général. Et donc voilà, c'est le premier pas qu'on a fait en Asie. On continue à être actif au Japon et il y a des jeux japonais qui sont en train de développer sur Ternoa. On a, pour vous dire, on a eu 7 diaps en l'espace de 4-5 mois, ouais, dont 3 jeux qui sont soit en train de Incroyable. voilà, finir de discuter avec nous, soit en train de commencer directement à développer dessus. Et voilà, donc on s'assoit un petit peu, on va essayer d'ancrer la présence de Terranova au Japon. Et bien entendu, on essaie de travailler sur d'autres pays. En sachant que c'est pas simple c'est pas simplement aller voilà pendant un mois, c'est vraiment comprendre et s'adapter et trouver le plus dur, c'est de trouver les acteurs clés. Donc qui convaincre pour lui prouver qu'on est cette blockchain qui est différenciante, qui permet de faire toutes ces choses-là. Et voilà, donc on a d'autres pistes actuellement et je l'espère
Peut-être pas avant l'été, mais en tout cas après l'été, j'espère qu'on devra ouvrir un nouveau pays. Donc, c'est axé plutôt sur le gaming. En tout cas, pour l'instant, on est sur des parties gaming, C'est c'est souvent, Antoine, quand tu veux toucher le marché asiatique, je change complètement mais je pense à Axie Infinity par exemple, où ils passent par le gaming gratuit, free to play, pour pouvoir un petit peu enfin, avoir des lettres de noblesse auprès du marché asiatique. Sauf si je me trompe, hein, mais non, il me Alors, semble que c'est une porte d'entrée un petit peu. exactement. Nous, on a eu, alors on n'était pas du tout, comment dire, pensé pour être dans le gaming au départ, et on a eu des marques d'intérêt des jeux parce que on a énormément travaillé sur les SDK, donc ce sont ces connecteurs qui permettent d'accéder à la blockchain, et on a rendu compatibles nos connecteurs, donc nos SDK, avec Unity et Real Engine, qui sont les moteurs de jeu qui sont utilisés pour beaucoup de jeux. Donc quelque part, c'est organiquement, on a eu ces demandes de jeux. Donc on va pas forcément chercher des jeux, mais c'est vrai qu'on attire les jeux alors généralement c'est des jeux Web 2, c'est même pas des purs players Web 3, des jeux Web 2 qui veulent ajouter et donner de la valeur à leurs assets par exemple, qui nous contactent et qui disent voilà, on a ce jeu-là, on veut rentrer dans le monde Web 3, comment on fait, et on est très simple à utiliser. Donc c'est pour ça que ça nous ouvre pas mal voilà au jeu euh, rapidement. Merci pour ces réponses. Et toi, Magali, est-ce que tu as des questions là? Oui, tout à fait. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le présent et l'actualité, j'ai certaines questions un petit peu plus passées. C'est une question qui me tient à cœur parce que je trouve que dans l'écosystème français, beaucoup de personnes ont des chemins complètement différents et ont commencé leur carrière sur des vocations complètement différentes. Antoine et moi, on en est l'exemple. Enfin voilà. Et du coup, j'aurais aimé savoir un petit peu plus sur ton parcours, tes études. Est-ce que la blockchain c'était une évidence? Est-ce qu'au contraire c'est issu d'une reconversion professionnelle? Enfin voilà, j'avais cette petite curiosité. Alors je pense que j'en ai jamais vraiment parlé en plus, donc c'est marrant, mais c'est la première fois qu'on me pose cette question, en tout cas de cette façon-là. Alors, moi, j'ai toujours été un geek, si tu veux. Dès tout petit, j'ai commencé à aborder l'univers de la programmation par le jeu vidéo. Donc, j'ai eu très jeune, j'ai bataillé, je sais plus si c'était un cadeau de Noël ou pas, où j'ai demandé d'avoir mon premier ordinateur. C'était un Tandy Intertor, c'est des vieilles machines voilà, qui sont même pas connues. C'était une marque française qui s'est mise dans l'informatique. Et j'ai découvert que, en fait, quand tu mettais des lignes de code, donc à l'époque, tu achetais des livres, tu recopiais tous les symboles, toutes les lignes de code, en fait, que tu rentrais dans l'ordinateur et tu avais un jeu voilà, qui se créait. Et donc, j'ai toujours eu, si tu veux, cette appétence pour la programmation. Par contre, j'ai beaucoup moins eu pour l'école. Vraiment pas trop pour l'école, tu vois. Et donc, si tu veux, j'ai un parcours scolaire un peu particulier. On va dire, j'ai été, dès le collège, hein, ça a été un petit peu compliqué. J'ai fait quelques années en pension, assez loin. Ensuite, je suis revenu dans un cursus techno où j'ai voulu faire l'informatique en m'envoyant en compta, parce qu'à l'époque, c'est pareil, tu sais, Oui. il n'y avait pas Internet, l'informatique. Donc moi, j'ai fait un BEP compta, je suis sorti en BEP compta, tu vois, pour faire de l'informatique. Et bref, je suis arrivé au bac avec quelques années de retard par rapport à ce qu'on devrait avoir normalement. Et au moment du bac, en fait, Internet est arrivé et on avait le droit de prendre un sujet libre. J'étais en STT, c'était un commerce, tu vois. Il dit voilà, si tu trouves un projet qui sort un petit peu du commun et qui plaît, on va dire, aux juges, enfin, je sais plus comment on les appelle, les profs, tu sais, qui notent. Oui, les Bref, examinateurs. voilà, tu vas sortir un petit peu du lot. Donc j'ai fait j'ai fait le site internet du lycée à l'époque, tu vois. Donc première Trop fois bien. que je voyais internet, je l'ai fait avec Word, je crois. Enfin, tu sais, un truc improbable. Et j'ai eu 18 coef 8, donc ça m'a permis d'avoir mon année, d'avoir le bac assez facilement. Et après, arrivé à l'université, j'ai fait quelques mois avant de comprendre que c'était pas fait pour moi. Et je suis parti au Japon. Parti au Japon au bout de quelques mois, une opportunité. Et je vais partir un mois. Je suis parti 10 ans. Et sur place, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir des opportunités de travailler dans la programmation. Donc, j'ai commencé à travailler en PHP pour des agences web, pour des marques de vêtements, etc. J'ai créé ma première entreprise en 2007 au Japon. Et après, j'ai continué, voilà, à être entrepreneur, on va dire, à partir de 2007 et à faire que ça. Très, très autodidacte. Et je suis rentré dans la blockchain en 2017, je crois, où j'ai dû créer les premiers smart contracts. Et voilà, je suis un petit peu en retard, si tu veux. Je suis pas un OG
mais bien que que j'ai dû connaître, entendre parler du Bitcoin très tôt. J'en ai minté un petit peu aussi. Enfin, j'en ai miné, pardon, aussi, à l'époque, je me souviens, mais tu vois, c'est tellement loin tout ça que voilà, et j'ai redécouvert ça en 2017. Ouais. Et est-ce que tu as, alors sans tomber dans la psychologie, est-ce que tu as des expériences clés ou à l'inverse des échecs clés qui t'ont permis d'en venir à Terre-Noire? Alors Terre Noire, c'est une histoire très personnelle parce que à l'origine, Terre Noire, c'était avant qu'on soit ce layer one, si tu veux, on avait une idée qui était pensée tout autour de la time capsule. Et on a évolué, si tu veux, au fur et à mesure des avancées des travaux. L'histoire de Terre Noire, elle a commencé en 2012, après la naissance de ma fille, tu vois, où très personnel, je dis voilà, moi j'ai pas eu la chance d'avoir des informations de mes grands-parents de mes grands-pères qui étaient partis trop tôt, et j'ai eu un manque toute ma vie, tu vois. Et quand j'ai eu cette naissance, je me suis dit mais je vais pas reproduire ça. Et donc j'ai eu cette première, c'est ce qui m'a fait créer cette blockchain finalement, de me dire voilà, je veux créer une solution qui va permettre, grâce à la décentralisation, à l'époque c'était du peer-to-peer ou peu importe, et des algorithmes de chiffrement, de pouvoir créer cette solution qui va permettre d'envoyer dans le temps long et de garantir que seul le destinataire recevra et pourra l'ouvrir, sera la seule personne au monde à pouvoir l'ouvrir. Et donc, si tu veux, c'est un projet qui a commencé à germer en 2012, qui est revenu en 2015 et voilà, et 2018 qui a été sérieux et 2020 la version actuelle. Et on en revient justement à Terre-Noire. Alors, comme je te disais, pour moi, Terre-Noire, c'est un des exemples concrets, sans faire de failloterie, vraiment un des exemples concrets de cas de blockchain applicables tout de suite maintenant et qui peuvent être utiles au plus grand nombre, comme tu viens de l'exposer. Et je sais également, par exemple, ça m'a fait penser à Jérôme de Tichet, je crois que c'était lui, qui avait mis sur la blockchain la naissance de sa fille. Oui, c'était lui qui avait codé ça. Et du coup, ça en revient vraiment à une problématique qui est humaine au final et très naturelle, de se dire comment plus tard je vais transférer les données. Et je voulais savoir si tu avais eu des retours vraiment concrets de gens qui utilisent Terre-Noire et qui ont réussi à tirer toute la positivité du concept. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Ouais. Alors l'application, elle est sortie le 2 mai, donc tu vois, c'est vraiment très très frais. Tôt, hein. Oui, donc tout à ouais, fait. c'est un peu tôt, mais on a 100 utilisateurs aujourd'hui. On a limité à 100, tu vois, donc on a une gouvernance qui l'atteste aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous envoyer les capsules après, vous allez voir. On a fait une expérience, encore une fois, où t'as pas de wallet, t'as pas de crypto, t'as pas de NFT. C'est un système qui permet de transmettre dans le temps long. Et en fait, on passe par l'adoption de la blockchain, se fera uniquement quand tu auras plus connaissance de cette technologie, qu'elle sera directement utilisée comme aujourd'hui sur un site internet quand tu fais du e-commerce et que tu utilises MySQL ou Mongo, tu dis pas je fais sur Mongo. Non, tu as un site internet, tu t'en fous de savoir comment il tourne, mais derrière ça fonctionne. Et on n'en est pas encore arrivé là avec le monde Web3, mais on y arrivera bientôt. On y arrivera. En tout cas, on travaille on travaille sur ça. Moi, j'avais une petite question sur le nombre de personnes au sein de l'équipe de Terre-Noire, le nombre de devs. Comment vous voyez la stratégie 2023? Est-ce que vous avez des choses qui arrivent réellement cette année Alors, il y a deux pôles. Donc, tu as Capsule Corp qui est Terre-Noire, donc la fondation, et à côté, tu as le Labs qui est le studio d'incubation des projets et entre autres, et qui permet de te faire développer l'écosystème Terre-Noire. Donc, on est 60 en tout, à peu près répartis sur ces deux structures. Et en développeurs, c'est pareil. On a beaucoup de développeurs front, on a des développeurs blockchain. Donc, on doit être, je pense en tout, il y aura une vingtaine de développeurs, je pense. Développeurs Substrate et Rust, on recrute toujours. Donc, si jamais certains de votre qui est de votre audience sont développeurs et on mettra tous les liens. On est toujours intéressé. Et donc, on travaille. Donc, en fait, si tu veux, la phase 1, donc ce qu'on a délivré, c'était le noyau, donc le cœur de la promesse Terre-Noire. Mais c'est que le début de ce qu'on veut faire. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de cross-chain, de multi-chain, etc. Mais t'as pas vraiment de travaux qui ont vu le jour et qui fonctionnent bien. Et nous, on va annoncer quelque chose très prochainement. Donc, je voudrais bien faire l'honneur de vous donner l'exclusivité, mais malheureusement, je peux pas encore. Mais on va annoncer quelque chose très prochainement sur un gros chantier sur lequel on a avancé, qui va permettre de rendre
Carno 1 interopérable rapidement avec toutes les blockchains. Ça, c'est super parce qu'en plus, ça ramène un peu à une question que j'avais à te poser qui était quels sont les freins technologiques à votre développement. Et justement, en général, l'interopérabilité, ça fait partie des freins technologiques au développement d'une société Web3. C'est de la façon que tu l'abordes, mais voilà, on en parlera très très prochainement, mais tu peux l'aborder d'une façon qui te rend cross-chain très rapidement. Et donc, en tout cas, on a pris cette solution-là. Ouais. Ça marche. On va suivre et puis en fonction, on complétera la vidéo avec un petit écrit sur ce sujet si d'ici là, c'est sorti. Ouais, ça devrait sortir début juin, donc je sais pas trop quand tu vas publier la vidéo. Ça tombera dans début juin, j'ai dit 2-3 semaines, voilà. Bon, écoute, on verra. Ouais. Moi, c'était le Launchpad. Sur le Launchpad, est-ce que le Launchpad, moi, j'ai été vraiment au début, on connaissait Caps, on les avait sur la BSC. Après, on a pu les migrer du coup directement sur votre du coup mainnet, sur votre mainnet. Et du coup, le Launchpad, est-ce qu'il y a des projets ça va se réouvrir? Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'activité sur votre Launchpad. Est-ce que ça va se réactiver? Alors, tu as un projet normalement le 25 mai, donc très très prochainement, donc avant la sortie de la vidéo. Et le Launchpad V2, il n'est pas encore affiché, mais on a fait un nouveau Launchpad qui devrait être pareil à peu près. En même temps, on doit sortir les deux. Donc semaine prochaine, normalement, tu devrais avoir les deux. Après, le Launchpad, c'est très sensible dans le sens où en période d'euphorie, c'est très simple de sortir des projets. Tu as énormément de projets. En période un petit peu plus calme, c'est plus dur parce que il n'y a pas beaucoup de projets. Il faut être d'autant plus sélectif parce que tu as moins de hype autour de d'écosystème. Et donc, c'est difficile si tu veux. En tout cas, nous, on se refuse de vouloir sortir des projets qui pourraient ne pas, tu vois, atteindre un seuil convenable de peur que ça nuise à leur image, tu vois. Donc, on est très sélect sur le produit, sur le timing, mais c'est pas une mince affaire de lancer des projets, quoi. On a une vraie responsabilité, si tu veux, dans les lancements de ces projets. D'accord. Merci. Parce que c'était vraiment attirant et c'est vrai que ça permet de découvrir le réseau et de transférer du coup ces caps sur le bon réseau. Mais on essaie de vraiment de pas faire. L'idée, c'est de pas vous faire perdre de l'argent. Donc d'être sûr que le projet dans lequel vous allez investir, c'est assez important, tu vois, va fonctionner. Et donc ça demande d'être sûr que les porteurs de projet sont prêts, que le projet est intéressant. Et encore une fois, le timing, là c'est plus pour côté projet. Mais si le projet est super intéressant et que c'est un jour férié en plein été, en plein bear market, le pauvre, son projet il est ouf. Il va avoir du mal à tirer on aura du mal à mettre les spotlights sur lui. Donc ça fait on fait attention à ça. Ouais. C'est ça, c'est le lot quotidien de mes missions. C'est trouver quand est-ce qu'il y aura du monde. Et sur les capsules, les paramètres qu'on pourra, toutes les conditions, c'est à partir de quand que ce sera disponible? Enfin, quand je vois l'idée de mettre des conditions, est-ce que tu peux en dire plus sur les conditions? Comment ça marchera vraiment une capsule? Comment ça va être modulable? Alors, tout est déjà actif. Donc, que ce soit sur Time Guardian ou sur Mainnet, si tu fais directement en SDK, tout est fonctionnel. Donc, tu as 3 conditions possibles pour les capsules, pour les transferts. La première condition, c'est la date, qui finalement, techniquement, c'est un nombre de blocs. Donc, si tu veux que la capsule soit transférée dans 10 ans, nous, on a un bloc toutes les 6 secondes, on fait le calcul, et puis ta capsule, elle est envoyée à ce moment-là. Donc, c'est la première solution. La deuxième solution, qui regroupe la deuxième et la troisième, c'est celle qu'on a appelée le consent protocol, mais qui finalement est comme un multisig. Donc tu vas créer ta capsule, tu vas la remplir, tu vas définir qui doit la recevoir, ok, et tu vas décider de qui a le droit de déclencher le transfert, ok. Donc ça fonctionne comme un multisig. Donc un exemple, j'envoie une capsule pour mon épouse. En cas de je disparais, on me kidnappe ou je fais un AVC ou peu importe. Et je vais dire, écoute, si tu demandes le déclenchement et que ma fille et mon cousin Jean-Claude confirment le fait que je suis plus accessible, il faut que les capsules soient transférées, ils peuvent le faire. Et tu as une période de rédemption où tu peux annuler, si tu veux, l'envoi de la capsule. Donc, même s'ils l'ont déclenché, tu peux avoir 3 heures pour l'annuler. Ouais. C'est revenu. Ok. En cas de disparition ou s'il t'arrive un accident, peu importe, tu peux définir qui a la capacité de déclencher l'envoi du NFT dans le wallet
Donc dans ce cas-là, l'envoyer de mon épouse. Donc je vais définir en déclencheur ma mère, mon ami, mon tonton. Ils vont faire ce déclenchement. Et si je m'y oppose pas, donc tu as une période durant laquelle tu peux t'opposer à l'envoi, elle sera envoyée. Mais c'est que tout est paramétrable, que ce soit la période de rédemption, que ce soit les destinataires, combien de déclencheurs, est-ce qu'il faut les 3 sur 3, est-ce qu'il en faut 2 sur 3. Donc voilà, tout est paramétrable. Et le dernier, qui est le Death Protocol, qui lui, aujourd'hui, sur sa forme actuelle, va demander à une structure d'aller, se connecter à la base de registre des décès, va faire une comparaison avec ce que tu as renseigné hors Terre Noire pour le coup, parce que là c'est pas la blockchain qui le gère, c'est vraiment une structure. Donc tu vas définir qui tu es, quel est ton ID de NFT, et dès que si les conditions malheureusement sont atteintes, ton NFT sera envoyé. Donc on va essayer de le faire aujourd'hui de le faire plus de façon sociale avec une gouvernance pour avoir des déclencheurs externes qui envoient un signal et permettre à une gouvernance de l'envoyer plutôt que d'avoir une entreprise qui le fait. Donc on travaille sur ces sujets-là. Après c'est difficile d'avoir un truc avec un oracle totalement décentralisé, etc. parce que le taux d'erreur possible est monstrueux, tu vois. Peut-être pas tu vois, entre les homonymes, les machins, les erreurs que peut faire l'administration, etc. Bon, mieux vaut avoir, tu vois, malheureusement sur ce protocole particulier. Ouais. Et sur la sécurité, est-ce que tu peux en toucher 2 mots sur la sécurité d'une capsule, sur Ouais. ce que vous mettez en œuvre, en tout cas sur la sécurité? Ouais, alors on a une version aujourd'hui qui est. Alors, faut savoir qu'on fait tout auditer. Tout est audité plusieurs fois, que ce soit l'application elle-même, donc qu'on a créée, et la blockchain bien entendu. Donc en gros aujourd'hui, quand tu vas créer un NFT avec ton application, avec ton téléphone portable, on va te créer une clé que tu vas avoir localement. Ok, donc tu es seul à y accéder. Cette clé, on va la découper aujourd'hui en 10 parties. Ok, et ces parties vont être envoyées sur 10 serveurs différents. On les envoie pas, comment dire, sur les serveurs, on va dire de façon classique. On les envoie dans une partie du processeur bien spécifique qui s'appelle les enclaves. Je vulgarise. C'est un petit coffre que tu as dans chaque ordinateur qui n'est accessible par personne, non plus par l'ordinateur. Donc l'ordinateur n'est pas capable de regarder ce qui se cache dedans. Donc tu as une double sécurité avec ça. Premièrement, l'ordinateur, si jamais il pouvait accéder à cette bout de clé, il aurait juste une partie qui est totalement inutilisable parce qu'il faut les autres pour pouvoir déchiffrer. Et en plus, il peut pas l'extraire. La seule façon d'extraire, si tu veux, de hacker, donc il y a des hacks qui sont connus avec les enclaves, il faut être sur place avec ton chalumeau, j'exagère, ta machine et que tu démontes physiquement. Tu peux pas l'attaquer à distance. Donc, on a un système de slashing qui fait que si jamais quelqu'un sur place essayait de hacker son bout de clé, on le détecterait et vu que tu as un gros volume de caps à loquer, tu te ferais slasher tout d'un coup. Donc ça, c'est le premier, c'est le premier, on va dire, niveau de sécurité. Et là, on est en train de travailler. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui propose ce niveau de sécurité-là au niveau de la blockchain. C'est un petit peu, c'est overkill, on va dire, mais il faut que ce soit overkill. Et là, on travaille sur, une plus grosse décentralisation encore pour avoir plus de nœuds, pour arriver à quelque chose qui va être encore plus décentralisé, encore plus compliqué à hacker. Et donc, la personne qui va récupérer le NFT va pouvoir demander à chacun des nœuds, en faisant un jeu de signature, voilà, je suis bien le nouveau propriétaire du NFT, je veux récupérer le petit bout de clé ici, je récupère le petit bout de clé ici. Donc, tu récupères toutes les petites bouts de clé et tu régénères. Donc, il n'y a pas de tiers de confiance. Il n'y a pas de, c'est anonyme, enfin, c'est pseudonymique. On ne sait pas qui a envoyé quoi à qui. Enfin, le réseau ne sait pas, nous non plus. On ne connaît ni le destinataire, ni l'émetteur, ni le contenu, ni voilà. La seule chose que tu peux voir, si tu fais un petit robot, c'est de savoir le volume total. Donc, tu peux savoir que c'est une vidéo, ou pas, enfin, même pas, tu peux simplement identifier quelle quantité de données elle t'a envoyé, c'est tout. Tu as aucune idée de ce qui est envoyé. Ou la date. On peut faire juste la date, quoi. Ouais, la date, le wallet de départ, le wallet d'arrivée, et le reste, tu as aucune information. Il me semble aussi que tu peux décider d'engager la destruction de ta capsule si tu veux finalement pas qu'elle soit révélée, ou alors c'est un autre protocole. Non, tu peux la brûler automatiquement. Voilà. Alors pour les fichiers, comment ça fonctionne? On a IPFS. IPFS, c'est ce qui est utilisé généralement pour stocker les NFT. Donc nous, les fichiers, donc quand tu envoies un fichier, on le chiffre, on le découpe, on l'envoie sur IPFS. On a un robot qui va le synchroniser sur Cross et Airwave. Donc
au cas où tu aurais un problème technique avec IPFS un jour, peu importe, on a des solutions de backup qui, elles, en plus, garantissent le minimum entre 50 ans et 100 ans d'hébergement. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle d'avoir des capsules qui durent 50 ou 100 ans, parce que technologiquement, c'est comme ça que ça fonctionne, les hébergeurs. Donc, on a si tu veux, cette sécurité de te dire, voilà, tes fichiers sont copiés sur plusieurs serveurs, en plusieurs exemplaires. Je crois que sur Crust, il y a 50 exemplaires, donc ça commence à faire, tu vois, des garanties qui sont quand même pas trop mal. Et en plus de ça, si jamais un des serveurs fait défaut, que ce soit IPFS, que ce soit Cross, que ce soit Aweave, vu qu'elles sont chiffrées publiques, on peut très simplement ouvrir, tu vois, à un autre Storj ou un autre ou Filecoin, peu importe, ouvrir un autre provider et juste renvoyer les fichiers d'une blockchain de fichiers à une autre pour rouvrir le network ou pour, on va dire, pallier à un souci technique qui pourrait arriver. Et quel est le prix si là, clair. d'une capsule? Non, bien sûr, si, merci. Merci, très clair. Et quel est le prix actuellement d'une capsule? Alors aujourd'hui, les capsules, on les offre. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, sur la proof of stake, on doit rémunérer les nodes, tu sais, qui font tourner le réseau. Donc on en a, voilà, t'en as 100, t'as 100 nodes à reward. Et donc, si tu veux, nous, c'est de l'argent c'est des caps qu'on donne. Parce qu'on n'a pas, c'est pas des transactions aujourd'hui, on n'a pas assez de volume pour permettre de garantir que ce soit le volume qui paye les serveurs. Donc finalement, qu'on donne bêtement aux nodes cet argent, ou alors qu'on offre les 1000 caps qu'il faut pour minter une capsule à un secret, tu vois, et ben on préfère l'offrir. Donc c'est un petit peu on rend c'est pas de la smart money, mais on va dire au lieu d'abonder les validateurs avec des caps, ben on offre des capsules qui elles demandent des caps pour être pour être créées. Les caps arrivent dans une trésorerie et on rémunère les nodes. Donc jusqu'à un volume de 2000 capsules offertes par mois, on les fera pas payer, tu vois. Et on a vraiment une stratégie aussi d'acquisition où on s'est mis un petit challenge de faire on a un nombre de transactions qu'on veut atteindre avant la fin d'année, journalière, en se basant sur ce qui se fait et où on veut être positionné. Donc on est plus, on va dire, dans une politique où on veut beaucoup d'applications qui viennent, beaucoup d'utilisation, qu'on fasse connaître le projet, plutôt que de faire, voilà, des ventes on va dire, de caps aujourd'hui pour cette application. Donc jusqu'à, on va dire, alors là, je parle de Time Guardian, hein, je parle pas d'en général, vraiment de l'application Time Guardian, où ça va être offert, voilà, pendant un certain temps, pendant quelques mois du moins. Et après, sinon, pour répondre à ta question, après, ça coûtera 9 euros la capsule. Donc pour une garantie, je crois que tu as 1 giga avec 10 ans de rétention de données. C'est vraiment pour onboarder les gens. Et après, tu auras un modèle économique où, un petit peu comme beaucoup, ça coûtera 49 euros, pardon, où tu auras les autres protocoles qui seront ouverts. Donc par défaut, tu as le Date Protocol 1 giga 10 ans. Et si tu payes 49 euros, tu as, je crois que c'est 10 gigas instantanés et tous les protocoles qui sont actifs. Non, c'est super parce qu'en plus, je trouve que ça répond à des questions de normes RGPD qui sont complètement désuètes lorsqu'on parle de Web3. Du coup, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment pertinent, encore une fois, sans failloter. Je trouve vraiment que ça répond à des problématiques qui sont actuelles, qui sont peut-être pas des problématiques pour le Web 2, mais pour ce que l'on appelle le Web 3, avec toutes les technologies que ça englobe, c'est une solution et une réponse aux limites des normes RGPD qui nous sont imposées, je trouve. Et moi, je voyais, Michael, en tout cas, il y a pas mal de documentation pour les développeurs, ceux qui souhaitent regarder l'écosystème Ternoa. Il y a toute une documentation complète sur votre site. Donc, j'invite ceux qui s'y intéressent à regarder. Je mettrai tous les liens. Et je voulais savoir, en parlant des layers, si tu regardais d'autres écosystèmes, l'innovation de d'autres écosystèmes. On a reçu beaucoup Cosmos, en tout cas. Je voulais savoir s'il y avait un écosystème que tu regardais dans ton temps libre, ou en tout cas que tu trouves très surprenant dans l'innovation. Alors, je regarde un petit peu tout. Très récemment, c'était les roll-up, de m'intéresser un petit peu à voilà, ce qu'ils souhaitaient apporter, de la façon qu'ils le faisaient, essayer de voir le pour, le contre et de comprendre voilà les différentes façons qu'ils ont de faire fonctionner leur blockchain. Après l'écosystème Cosmos, oui,
on les connaît et on s'intéresse beaucoup à cet écosystème. Après, voilà, je suis assez curieux, donc je suis un petit peu on va dire toutes les nouveautés, les blockchains, je mets un petit peu les mains dedans, je regarde ce qui se passe. Là, récemment, Sui Network, j'ai fait. Ouais, j'essaie d'être au courant de tout, quoi. Tu regardes un petit peu tout ce qui se fait d'innovant sur tous les layers. Ok. Et Ouais, sur personne n'a trouvé la formule magique encore, mais ça va Non, essayer. il y en a qui cherchent. Comment être comment réussir à faire 1 million de transactions à la seconde et être décentralisé. Donc ça, la formule magique, elle est toujours en train d'être recherchée, quoi. vous avez un pôle quand même régulation, je Ouais, suppose. oui, on a à Paris, on a un pôle, bien entendu, on a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet, on se fait des updates toutes les semaines de savoir ce qui se passe, ce qu'il faut faire, c'est comme, tu vois, euh, le PSN. Bah oui, Le PSN, en fait, pour Terre Noire, on peut pas l'appliquer parce qu'on n'est pas une application. non. En fait, il faut que tu aies donc le wallet pour être PSN, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc, on a cherché pendant 2 ans à vouloir être PSN à tout prix pour s'apercevoir que quand tu es une infrastructure, bah, c'est pas possible en fait. Tu peux pas être PSN et être une infra. Donc, il faut le mettre soit sur un SaaS que tu vas faire, sur lequel tu as besoin de faire du fiat to crypto par exemple, ou un wallet, etc. Mais voilà, donc c'est pour ça on l'a mis un petit peu de côté pour le moment pour ces raisons-là, parce qu'on n'avait pas besoin techniquement de l'être, quoi. Faut que tu crées toi-même ta plateforme crypto sur lequel Exactement, la Michu, exactement. elle peut venir échanger ses euros et tout ça. Sinon, côté tech, ce qui est un peu injuste, je trouve, bah, vous avez pas trop à part la réputation des sociétés tech, il n'y a pas de PSAN pour eux, ouais, de PSN pour eux. Ouais, mais tu sais que c'est parfois gênant quand on demande, ouais, t'es pas Ah oui? PSN. Mais non, mais on peut pas être PSN. Enfin, tu vois, c'est un critère, on va dire, de qualité, mais sur une blockchain, tu ne peux pas l'être parce que ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que des fois, ça prend du temps à expliquer, ouais. Ah, Surtout déjà, en j'ai pris du temps à le comprendre, donc, Et j'avais une question un petit peu bah, en ce qui me concerne, j'arrive sur les dernières questions, mais je voulais un petit peu avoir votre retour sur puisqu'il me semble que vous avez fait l'expérience de la gouvernance, si je ne dis pas de bêtises, et du coup j'aurais voulu avoir un petit peu votre retour sur cette expérience. Alors, on est vraiment très jeune sur la partie gouvernance. Oui, On a donc une gouvernance qui va permettre, on appelle ça le Tech Council. Donc, c'est même en interne sur les développeurs qui vont, comment dire, accepter ou pas les modifications qui vont être sur la blockchain. Donc, à chaque fois qu'on fait des évolutions de blockchain, on a un membre de l'équipe qui travaille sur la blockchain qui va pousser une demande et nous, on doit les contrôler, accepter ou refuser. Donc, chaque personne qui a ce droit et ce devoir a une grosse responsabilité parce que ça peut engendrer des problèmes techniques, ça peut faire si c'est malveillant, ça peut faire des dégâts. Si c'est mal pensé, ça peut créer des pannes. mmh, Je touche du bois, ça nous est jamais arrivé. Sur l'AlphaNet, c'est arrivé. Après, voilà, on a tout un process qui permet que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, on a cette gouvernance-là. Et après, tu as directement dans Substrate un système qui permet de gérer la gouvernance. Donc aujourd'hui, on va pouvoir définir dès à présent si, par exemple, si le cap se monte trop et que le coût des secrets est trop élevé, la gouvernance va pouvoir accepter ou décider de le descendre, tu vois. Donc tout ça, c'est déjà la gouvernance qui peut le gérer. Mais on est encore, voilà, on n'a pas encore appuyé fort sur cette partie-là. On attendait Mainnet, mais ça arrivera dans ces prochains mois. On va un petit peu, voilà, l'ouvrir plus globalement. je clôture avec une dernière question un petit peu où est-ce qu'on te voit cet été? À quel event Terre-Noire va être présent si jamais on a des envies de venir voir Terre-Noire? Est-ce que vous allez à Surfing Bitcoin? Est-ce que vous allez à ETHCC peut-être? Ça me semble Alors, moins probable peut-être. ouais, de tête, on doit avoir, alors c'est pas décidé à 100%. Il y a Tokyo, juin, Kyoto, juin, Tokyo, juillet. Donc il y a 3 events à Tokyo, des gros events, voilà, sur quasiment un mois. Ensuite, il y a Surfing Bitcoin, mais il y a peu de chances que j'y sois, mais en tout cas, l'équipe y sera, quoi qu'il se passe. D'accord. Et après, pour le reste de l'année, voilà, j'ai pas encore défini tout le planning. J'ai été invité pour aller pitcher au Pakistan dans l'un des plus gros events crypto qui viennent d'être créés. Mais voilà, après voilà, c'est pas toujours évident de concilier les journées de travail, la vie de famille et les events. Tout Et à surtout que fait. tu vois, enfin, je suis CEO et je suis pas business developer. Et c'est vrai que parfois c'est difficile
voilà, à gérer. Donc voilà, je ne dépasse pas force. Je pense que j'ai simplement aller à Tokyo pour cette fin d'année, fin de second trimestre, et puis l'année prochaine, on verra. Bon, bah super, merci beaucoup en tout cas. Moi, c'est peut-être qu'Antoine a des questions. Merci, Michael. Non, ça va Ouais. aller. Bah, merci, Michael. Et juste sur le recrutement, peut-être, vous êtes toujours à la recherche de développeurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Oui, Ouais, pour ceux qui nous développeur regardent. Substrate, Rust, ouais. On a Bon, des bah, petits jeunes aussi qui viennent sur le Discord directement, donc qui découvrent un petit peu le Substrate, qui viennent sur Discord et ils se font des missions, machin. Donc c'est bien pour commencer aussi. Vous pouvez mettre un petit peu forquer le node, créer des palettes, essayer d'essayer des choses sur la blockchain. Et après, on peut en parler ensemble, on peut les valider, on peut les faire évoluer. Enfin, il y a plusieurs moyens d'onboarder dans l'univers Tanoa. ouais, super. eh ben, merci beaucoup. Merci, Merci à Michael. vous.